Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du fameux parcours du combattant avant la chirurgie bariatrique. Tous les rendez-vous médicaux à prendre avant et qui sont obligatoires avant de faire cette chirurgie. Donc, quelle que soit l'intervention qui sera retenue, sleeve, bypass, mini bypass, le bilan préopératoire est le même. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il se fait dans l'intervalle de plusieurs mois entre le premier rendez-vous avec le chirurgien que vous avez eu et le dernier rendez-vous avant l'opération. En ce qui me concerne, moi, le premier rendez-vous auprès du chirurgien, je l'ai eu en novembre 2015 et j'ai été opérée en mars 2016. Donc 4 mois, ce qui est relativement court comme délai. En général, c'est un petit peu plus long. Pourquoi j'ai eu ce délai assez court? C'est parce que dans la ville où je suis, à Dijon notamment, ces fameux rendez-vous préopératoires à faire avant l'intervention peuvent se faire, en tout cas certains d'entre eux, sur une journée d'hospitalisation pardon, qui permet de faire ces plusieurs rendez-vous en même temps, ce qui m'a permis d'avancer assez vite dans ce parcours-là. C'est une chance, c'est pas le cas dans toutes les villes. Voilà. C'est qu'à la fin de ce fameux bilan préopératoire que il va être possible de savoir si déjà de une, vous pouvez être opéré, et de deux, quel type d'intervention on va vous proposer. Voilà. Donc dans un premier temps, avoir pris le rendez-vous avec le chirurgien, le premier rendez-vous, et après avoir eu l'accord de mon chirurgien, mon chirurgien m'a envoyé vers plusieurs autres médecins. Le premier rendez-vous que j'ai eu est auprès de médecins nutritionnistes et endocrinologues, en l'occurrence en ce qui concerne moi, docteur Gauthier, qui est un médecin formidable qui se bat contre le surpoids et l'obésité. Il en a fait son cheval de bataille et franchement, plein de reconnaissance à ce médecin-là. Donc j'ai pris rendez-vous, c'est le premier que j'ai eu, j'ai pris rendez-vous avec lui. Euh, le but de ce premier rendez-vous était de rechercher les comorbidités liées à mon surpoids, le diabète, le cholestérol, des douleurs de dos, des douleurs articulaires. Ce rendez-vous-là a aussi pour but de rechercher éventuellement une pathologie endocrinienne qui contre-indiquerait l'intervention chirurgicale. Donc ça c'est tout à fait normal. Et évaluer le rapport à l'alimentation, l'encadrer afin de mettre en place une modification durable du comportement alimentaire, instaurer une hygiène alimentaire saine. Voilà, ça c'est déjà le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui. Expliquer aussi mon histoire, essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et savoir quel type de comorbidité était lié également à ce surpoids, enfin en tout cas cette obésité. Le même jour, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner avec le rendez-vous auprès du psychologue ou du psychiatre. Ça, c'est un rendez-vous qui est aussi obligatoire. Alors, ce n'est pas un examen de passage, je tiens à rassurer tout le monde. Soyez le plus franc possible, le plus sincère possible auprès de la personne. Le psychologue est juste là pour rechercher s'il n'y a pas un trouble psychiatrique qui pourrait être juste incompatible avec les contraintes que peut amener l'intervention. Il est là aussi pour, comment dire, identifier et corriger les troubles du comportement alimentaire qu'on pourrait avoir. Hein. On n'est pas arrivé en surpoids ou en obésité en ne mangeant rien. Hein. Derrière, il y a peut-être un trouble. En ce qui concerne, moi, c'était l'hyperphagie, donc c'est bien quand même de travailler là-dessus. Le but aussi, c'est d'identifier du coup les risques de conduite, je dirais, addictive. Euh, Post-opératoire après la chirurgie parce que en général l'alimentation en ce qui me concerne c'était l'aliment doudou. Cet aliment doudou on pourra plus tellement s'en servir parce qu'on va vite être rassasié, physiologiquement impossible et on peut peut-être tomber dans d'autres troubles addictifs comme l'alcool par exemple, drogue, etc. Et donc le but c'est aussi évaluer ses risques hein, avec la personne, c'est aussi le but de cet entretien. Et puis enfin de comprendre les mécanismes ayant favorisé l'installation de votre prise de poids, les troubles de l'enfance, comme je vous disais, le comportement alimentaire, est-ce qu'il y a de la boulimie, est-ce qu'il y a de l'hyperphagie, etc. Est-ce que vous mangez en moment de stress, d'angoisse, comprendre tout ça, d'où ça vient et pouvoir travailler là-dessus pour la suite de la prise en charge après la chirurgie. Voilà. Donc tout ça, moi j'ai eu la chance déjà, ces deux rendez-vous-là, je les ai faits en une journée. Donc ça m'a pas posé de problème avec la psychologue, sachant que
J'étais passée quand même, à cette époque-là, je passais par des moments quand même assez difficiles, le décès de mes parents, la fécondation in vitro. Elle a donné, la psychologue qui m'a vue, son accord parce que j'étais suivie aussi, moi, par une psychologue et que j'allais continuer à être suivie après l'intervention. Donc ça, c'était vraiment la condition. Comme quoi, on n'accorde pas, voilà. Moi, en ce qui me concerne, sachant que je pouvais avoir peut-être un terrain un peu plus fragile à cause de ces événements difficiles, elle a donné son accord parce que j'allais continuer d'être suivie par une psychologue. Voilà. Ensuite, l'autre rendez-vous qui va être obligatoire, c'est le rendez-vous auprès du gastro-entérologue. Donc moi, j'ai eu un rendez-vous déjà à son cabinet. Donc le but de ce rendez-vous est de rechercher si vous avez des problèmes qui puissent contre-indiquer l'intervention, tout simplement un reflux œsophagien, une hernie hiatale, ce genre de choses. Rechercher donc des pathologies digestives plus hautes du style une œsophagite qui pourrait compromettre l'intervention, un ulcère de l'estomac, une tumeur, ce genre de choses. Le but aussi c'est de rechercher la fameuse infection qu'on peut avoir et qu'on ne sait pas, qui est, si je ne me trompe pas le mot, c'est l'Helicobacter pylori. Ça doit être ce mot-là. C'est une petite infection qui, si on l'a, ne compromet pas l'intervention chirurgicale, mais demande un traitement qui fait que ça peut repousser l'intervention. Hein. Voilà. Donc, suite à ce rendez-vous, on a convenu du rendez-vous donc pour faire la fameuse, ce dont tout le monde redoute, fibroscopie, gastroscopie. Donc là, pareil, j'ai eu beaucoup de chance parce que cet examen est fait sur toute une journée avec des consultations avec d'autres spécialistes qui sont aussi obligatoires. Et cet examen-là, c'est le premier examen que j'ai fait, puisque c'est un examen qui est pratiqué à jeun. À jeun, vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il faut que le gastro-entérologue puisse examiner correctement votre estomac, donc il faut que celui-ci soit vide, logique. Et ensuite, deuxième raison, c'est parce qu'on va vous enfoncer un tube, une petite caméra qui va soit passer par le nez, soit passer par la bouche et qui, au moment du passage dans l'œsophage et dans le cou, peut vous donner des haut-le-cœur. C'est une réaction tout à fait normale, donc des vomissements. Si vous n'avez rien dans le ventre, c'est mieux que d'avoir quelque chose. Voilà la raison aussi de ce pourquoi cet examen est fait à jeun. Alors, comme je vous disais, c'est donc un tube qui vous est introduit soit par le nez ou soit par la bouche. Moi, j'avais un petit peu peur parce que quand le gastro-entérologue a vu la taille de ma cloison nasale qui est assez étroite, il m'a dit on va essayer par le nez. C'est vrai que ça a moins d'inconvénients que par la bouche parce qu'on a moins cette sensation vers la glotte, on sent moins. Mais vu la taille de votre cloison nasale, j'ai peur que ça ne passe pas, il faudra peut-être passer par la bouche. Ouf, grosse angoisse, et en fin de compte, par miracle, il est passé par le nez. Bon, mais sachez que si ça peut pas se faire par le nez, on vous passe le tuyau directement par la bouche. Alors, on vous conseille au moment du passage du tuyau jusque dans l'œsophage d'avaler en même temps pour aider à descendre jusque dans l'estomac. Et c'est là où c'est un petit peu difficile puisque ça peut amener à des hauts de cœur. Alors, je vous rassure tout de suite, cet examen qui fait très très peur, ça ne fait pas mal, même si le rapport à la douleur est très subjectif et très personnel. Je ne peux pas dire et je ne vais pas dire que ça fait mal, ça ne serait pas vrai. Ça ne fait pas mal. Par contre, c'est juste hyper désagréable. C'est-à-dire que cette sensation de haut de cœur, de vomissement, fait que c'est pas agréable du tout. Donc le conseil que je pourrais vous donner, sachant que c'est un examen qui, si le tuyau est passé par le nez, vous ne pouvez pas tellement respirer par le nez. On va vous dire de respirer, d'inspirer et d'expirer par la bouche. Réflexe normal dans ces cas-là, c'est qu'on salive beaucoup. Et d'instinct, on aurait le réflexe de déglutir notre salive, ce qu'il ne faut absolument pas faire parce que si vous déglutissez avec le tuyau que vous avez dans l'œsophage, ça va vous donner envie de vomir. Donc tant pis pour le glamour, vous avez de la salive dans la bouche, vous la laissez partir en dehors de votre bouche. Vous bavez. Effectivement, pour le côté glamour, c'est clair, c'est pas top, mais sachez qu'après, c'est que pour du bien. Donc c'est 5 minutes compliquées, mais laissez votre salive aller en dehors de votre bouche, respirez calmement, inspirez, expirez calmement et tout ira bien. C'est que l'histoire de 5-10 minutes pour que du mieux après.
Moi, ce qui était un petit peu compliqué après, ou plutôt, je vais pas dire compliqué, surprenant, c'est quand on vous enlève le tuyau, on a eu un peu d'air dans l'estomac, et alors là, j'ai fait un rot. Je crois qu'il s'est entendu jusqu'au bout du couloir. J'ai dit ça. Oui, j'ai osé le dire dans ma vidéo. Bon, soit, on va rien cacher. Oui, pour le glamour, on repassera. Une fois que l'examen a été passé, on est soulagé, ça va beaucoup mieux et ça en valait la peine. De mon côté, le gastro-entérologue a voulu me montrer comment dire, sur la caméra ce qu'il faisait, impossible de me concentrer sur mon estomac. Moi, je me suis concentrée sur ma respiration, à essayer surtout de ne pas déglutir, et c'est ce qui m'a permis de tenir les 5 minutes sans trop de complications. Et donc, c'est ce qui a permis à l'examen de se faire correctement et donc de passer plus rapidement. Si vous commencez à déglutir, à stresser, à avoir des hauts de cœur, ça va être plus difficile pour le gastro-entérologue de faire l'examen, et du coup, ça risque de durer plus longtemps. Voilà, donc je vous conseille vraiment de rester calme, de respirer, d'inspirer et de laisser votre salive aller en dehors de votre bouche. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, après cet examen-là, j'ai eu un rendez-vous auprès du cardiologue le même jour. Alors le cardiologue, il est là pareil pour évaluer, rechercher des comorbidités suite à votre obésité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'obésité emmène à de l'hypertension artérielle, il peut y avoir un souffle au cœur, etc. Donc là, on vous fait un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Euh, il évalue aussi les risques du coup de l'intervention, hein, parce que vous allez être sous anesthésie générale, et donc ça peut inclure des risques d'autant plus quand on est fort. Donc là, pareil, moi, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné. Autre rendez-vous, le 6e en tout, auprès d'une diététicienne. Donc ça s'est fait le même jour. Donc la diététicienne, elle est là pour vous expliquer les sensations que vous allez ressentir après l'intervention. Elle est là pour vous donner des conseils sur les nouvelles habitudes alimentaires qu'il va falloir prendre, notamment au niveau de la mastication. Il va falloir que vous mastiquiez longtemps avant d'avaler. Ça, c'est une habitude qu'il va falloir prendre, qui n'est pas forcément évidente, parce que, en tout cas dans mon cas, et je pense comme beaucoup de personnes, j'avais tendance à manger vite. Et donc du coup, le côté prendre le temps de mâcher, mastiquer les aliments, c'est quand même une nouvelle habitude à apprendre, hein, à réapprendre, je dirais. Voilà, elle va vous donner des conseils diététiques, notamment aussi sur la consistance des aliments à avoir les jours après l'intervention, les jours et les semaines. Vous n'allez pas vous pouvoir manger solide tout de suite après l'intervention, faut pas se leurrer, c'est normal. Vous allez passer par du liquide, par du mixé, par du haché et ensuite par des petits bouts pour revenir à une alimentation normale. Là, elle est là aussi pour vous expliquer tout ça et vous expliquer l'importance de ces nouvelles habitudes à prendre afin d'éviter les mauvaises surprises, parce que ça va pas, ça ne rate pas. Si vous mangez trop vite ou que vous mangez trop tôt des aliments trop durs, vous allez avoir de mauvaises surprises, des vomissements, des douleurs. Et ça, je vous assure que c'est pas agréable. Ça m'est pas arrivé souvent parce que j'ai eu la chance d'être suivie après l'intervention à la clinique du Chalonnais, ce qui m'a permis vraiment d'apprendre à remanger correctement, et du coup ça m'a évité, je pense, certaines douleurs que vous aurez peut-être si vous rentrez directement chez vous. Voilà. Donc ça, bien tenir en compte les conseils que vous donnera la diététicienne. J'ai eu la chance aussi ce jour-là de pouvoir voir des opérés, puisque j'étais en hospitalisation le jour, donc j'étais dans la clinique où il y a des gens qui venaient de se faire opérer la veille, voire quelques jours avant, qui sont venus témoigner de leurs premières sensations. Je vous avoue que c'est une chance, car ça m'a rassurée personnellement, et les personnes qui étaient avec moi, ça les a rassurées aussi, de voir qu'au bout de 2 jours, il y avait des personnes qui pouvaient reboire, en tout cas déjà boire, qui étaient voilà, qui se tenaient debout, qui pouvaient marcher, parler avec nous, qui étaient certes peut-être un petit peu fatigués, hein, ils sortaient d'une intervention, mais qui avaient l'air bien. Donc ça c'est rassurant, et ça c'est vrai que c'est pas mal. Et enfin, le dernier rendez-vous que j'ai eu, toujours sur la même journée, c'est auprès d'un pneumologue. C'est un rendez-vous qui est également obligatoire, qui est aussi là pour rechercher de comorbidités liées à votre obésité. Par exemple, l'apnée du sommeil, hein, ça joue, hein, sur le fait qu'il faille que vous perdiez du poids. Donc là, il est là pour vérifier. Éventuellement, vous appareillez avant et après l'intervention, c'est vraiment, il y a des risques. Et vous parlez aussi du tabac. En plutôt l'arrêter, effectivement, hein, il ne faut pas vous dire le contraire, c'est mieux, ça évite certains risques également post-opératoires, donc bon, il va vous conseiller d'arrêter de fumer, et bon, moi j'étais fumeuse avant,
Ça m'a pas posé de problème puisque j'avais arrêté à ma grossesse. J'avais arrêté pour maximiser mes chances de tomber enceinte, donc bien avant l'intervention, et je n'ai jamais repris. Euh, c'est une chance, hein, c'est pas évident, mais je n'ai jamais repris, ce qui fait que du coup l'histoire du tabac ne m'a pas posé problème. Voilà. Enfin, une fois tous ces rendez-vous effectués, eh ben, j'ai revu mon chirurgien qui m'a dit que ben, mon dossier allait être envoyé à la sécurité sociale et au regard des éléments qu'il avait, pour que probablement mon dossier allait être accepté. La sécurité sociale a donné son accord, donc ça c'était fin février. Et donc à partir de là, j'ai revu le nutritionniste qui a mis en place un régime préopératoire. Alors, ça, après, tout dépend du type de médecin qui vous suit. Il y en a qui vous instaurent le fameux régime yaourt, j'en ai entendu parler. D'autres qui ne proposent rien, continuez à faire normalement, à faire attention parce qu'il y a de nouvelles habitudes alimentaires à prendre l'intervention, mais continuez à manger normalement. Et il y en a d'autres qui vont vous proposer, comme le mien, un régime. Déjà, et de une, pour que vous ayez conscience qu'il faut que vous mettiez de nouvelles habitudes alimentaires en place, qui doivent changer sur le long terme, et ça qu'il faut que vous l'intégriez dans votre esprit dès maintenant, avant l'intervention. Voilà. La chirurgie étant validée, il faut que vous vous engagiez à respecter le travail du chirurgien qui vous donne ce coup de pouce. Et le respecter ce travail, c'est adopter ces nouvelles hygiènes alimentaires. Il faut que vraiment vous ayez conscience de cela. Le régime instauré a un pour but aussi médical, bien sûr. Il est de préparer votre foie à l'intervention, notamment en diminuant sa taille pour pouvoir accéder plus facilement à votre estomac, pour pouvoir faciliter le geste opératoire, tout simplement. Ensuite, donc du coup, j'avais pris aussi un dernier rendez-vous avec le chirurgien pour convenir d'une date d'intervention. Donc, en l'occurrence, moi, c'était le 18 mars 2016. Et vérifier les dernières questions, vérifier qu'on a bien compris la chirurgie, qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on adopte de nouvelles habitudes alimentaires, qu'on a bien compris que la chirurgie n'était qu'un coup de pouce, qu'après il va falloir entretenir la chirurgie en mangeant correctement, en mangeant sainement, en instaurant des activités sportives, etc. Et ça, le chirurgien est là pour bien vous les rappeler. Bien comprendre ce à quoi on s'engage, tout simplement. Donc, et là, après, on part sur la chirurgie. Donc voilà, je crois que la vidéo est plutôt claire. Elle avait vraiment pour but de vous faire comprendre tous les rendez-vous médicaux à faire avant, de vous expliquer comment moi je l'ai ressenti. Donc sur des rendez-vous qui sont plutôt, en l'occurrence en ce qui me concerne, plutôt bien enchaînés. Ça s'est plutôt bien passé. La fibroscopie, bien sûr, c'est un moment désagréable, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'y passer. Ça permet aussi de voir quelle est votre motivation. Et puis surtout, c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend que l'obésité est vraiment pas juste une question d'esthétique, que derrière il y a tous des problèmes de santé qui sont vraiment à prendre en compte. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça. Malheureusement, on vit dans une société où l'obésité c'est un problème d'esthétique. Non, c'est un problème de santé. Ça, il faut pas l'oublier. Je finirai par toujours cette petite phrase que vous avez souvent et que vous allez toujours entendre à la fin de mes 10 vidéos, que à l'occasion de ce parcours du combattant, vous allez entendre beaucoup. N'oubliez pas que la chirurgie est un coup de pouce, pas une opération miracle. À bientôt.